Un grand succès, c'est ainsi que Donald Trump a présenté le sommet qu'il venait d'avoir avec le président chinois Xi Jinping en marge d'un sommet asiatique en Corée du Sud. De son côté, la partie chinoise n'a pas commenté. D'ailleurs, Xi Jinping a refusé une conférence de presse commune pour éviter que Trump ne triomphe un peu trop. Et on voit bien déjà la différence d'attitude entre le triomphalisme de Trump et la modestie et le côté un peu profil bas que font les Chinois. Mais on peut penser qu'une fois encore, les apparences sont pour Trump et la réalité est en faveur de la Chine. Parce qu'en fait, Trump, qui s'est lancé dans une guerre commerciale contre Pékin, qu'il avait dit être sûr de gagner, a dû faire machine arrière sur la plupart de ses revendications. Tout d'abord, on va noter que lui qui n'aime pas les longs déplacements, lui pour lequel on avait accepté au sommet de l'OTAN de réduire d'une journée la durée du sommet pour lui épargner un déplacement trop long, a accepté de rester 24 heures de plus en Asie afin d'avoir ce sommet avec Xi Jinping. Et lui qui avait dit qu'il irait voir Xi Jinping en Chine dans les 100 premiers jours de son mandat, n'ira seulement que l'an prochain à Pékin. Et on voit que ce sont les Chinois qui sont les maîtres des horloges. Et la partie chinoise entend bien montrer au reste du monde que ce n'est pas Trump qui dicte l'attitude. Et donc, en fait, Trump est revenu sur ses menaces de taxation lourde pour les produits chinois. Il ne sanctionne pas la Chine qui achète du pétrole russe alors qu'il veut sanctionner l'Inde qui le fait. Pourquoi? Parce que les Chinois ont agité deux leviers extrêmement importants qui ont contraint Trump à faire marche arrière. Le premier, c'est plutôt la carotte, c'est l'achat de soja. Les fermiers américains dépendent beaucoup des achats chinois, qui est structurellement importateur de produits agricoles. Et pour peser un peu sur Trump, les Chinois avaient restreint leurs achats de soja et de produits agricoles américains, ce qui mettait en difficulté les fermiers américains qui sont une base de l'électorat de Donald Trump pour plutôt acheter dans les grands producteurs que sont l'Argentine et le Brésil. Donc les Chinois vont accepter de réaugmenter leur achat de soja et d'autres produits dont ils ont de toute façon besoin. On se rappelle qu'avant l'éruption du Covid début 2020, il y avait déjà un accord qui a été trouvé pour que la Chine augmente très largement ses achats de produits agricoles aux États-Unis. Ça, c'est le côté carotte. Côté bâton, eh bien, c'était le fait que les Chinois avaient déclaré l'extraterritorialité sur les terres rares, c'est-à-dire que si les producteurs américains achetaient des terres rares à la Chine, ils devaient demander l'autorisation à Pékin de pouvoir réexporter ce qu'ils avaient fabriqué avec ces terres rares. Les Américains ont été pris à leur propre jeu, eux qui adorent manier l'extraterritorialité, bien ont dû la subir à leur tour, ça leur a fait tout drôle, et donc en fait fini les menaces de mener à 100% les tarifs des produits chinois, et donc voilà, ce n'est pas la paix, c'est une trêve, puisqu'il y aura un rendez-vous d'ici un an, mais en tous les cas, Pékin n'a cédé en rien, mais Pékin ne triomphe pas, il n'y a pas de communiqué triomphaliste de la part de la Chine qui préfère obtenir les avantages plutôt que de claironner qu'ils ont eu les avantages. Ce que l'on voit surtout, c'est la différence entre la Chine et les autres pays, parce que pour le reste, la tournée de Trump s'est bien passée. Le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, qu'il a visité auparavant, ont accepté non seulement d'être taxés de façon inégale par les États-Unis, et en même temps d'investir lourdement aux États-Unis, au détriment certainement de leur propre intérêt économique. Et la Chine devrait réfléchir, en fait, si ces pays ont fait ce choix, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait confiance en elle. Même s'il n'y a pas pour les pays asiatiques une menace militaire chinoise aussi importante que la menace militaire russe pour les pays européens, il y a quand même cette crainte de la Chine. Et donc la Chine devrait aussi réfléchir à le fait que si elle apparaît trop sûre d'elle, elle peut susciter une envie des États-Unis au Japon, en Corée du Sud et dans d'autres pays. Taïwan n'a pas été cité dans ce sommet. Un plénum du Parti communiste chinois vient d'avoir lieu, où il a surtout été question d'une invitation pacifique de la Chine et non pas en ne mettant pas en avant le caractère éventuellement nécessaire d'utiliser la force pour parvenir à une unification. Mais il est vrai que Trump change par rapport à Biden. Biden se faisait l'apôtre des États-Unis, défenseur des démocraties partout dans le monde. Ce n'est bien sûr pas un sujet pour Trump. Trump n'a pas grand-chose à faire de l'intégrité territoriale, lui qui veut annexer le Canada et le Groenland. Et d'ailleurs, il reconnaît, comme la plupart des pays dans le monde, qu'il n'y a qu'une seule Chine. Mais surtout, donc, ça ne sera pas l'alliance des démocraties pour défendre la Chine contre Taïwan. Et les Taïwanais peuvent avoir effectivement le sentiment qu'ils ne comptent plus pour beaucoup aux États-Unis. Mais en même temps, il y va de la crédibilité américaine dans la région, de ne pas laisser
Taïwan être absorbé militairement par la Chine, parce que sinon, les Japonais, les Sud-Coréens et d'autres, qui payent assez cher la protection que les États-Unis leur accordent, pourraient se dire que cette protection ne vaut peut-être pas le prix qu'ils y mettent. Trump a annoncé la reprise des essais nucléaires par les États-Unis. Un traité d'interdiction totale des essais nucléaires a été signé dans les années 90. Les États-Unis n'ont pas voulu le ratifier, mais il n'y aurait pas eu de majorité pour le faire en tous les cas. Mais il n'est pas certain que ceci soit vu d'un effet dramatique par les Chinois, parce que les États-Unis vont s'attirer la critique pour cette reprise d'essais nucléaires. La Chine va dire, voyez, nous, on est un pays plutôt modéré, plutôt stable. Et en tous les cas, les Chinois n'ont aucune envie de suivre les États-Unis dans la course aux armements. Ils dépensent qu'un tiers des dépenses militaires américaines. Ils ont retenu de la chute de l'URSS qu'à vouloir suivre de façon aveugle la course aux armements lancée par les États-Unis, il y avait plus que de risques que d'avantages à concourir. La Chine a de toute façon besoin de l'accès au marché américain pour son économie. Il y a un ralentissement relatif de l'économie chinoise, mais en même temps, il n'est pas question pour la Chine de céder. Il n'a jamais été question pour la Chine de céder. Et on voit que par rapport aux autres pays qui ont cédé aux États-Unis, la Chine ne cédera pas et que donc elle est traitée de façon différente. Et le fait de ne pas avoir cédé est un succès pour la Chine. Donc un sommet un peu finalement avec des rôles connus, une Chine impassible qui avance sans claironner qu'elle avance, mais qui a besoin d'avoir accès au marché américain pour une économie qui est quand même en moins bonne forme qu'elle ne l'était avant le Covid. Et les États-Unis, triomphalistes, mais dont il n'est pas certain qu'ils aient réellement gagné quelque chose. En fait, malgré les menaces de Trump, il a dû revenir en arrière. Et c'est la Chine qui, en gardant son calme, mais tout en résistant aux pressions de Trump, en montrant qu'elle n'est pas un pays auquel on peut imposer ses volontés, contrairement aux alliés asiatiques de Trump et contrairement aux alliés européens de Trump. Et en fait, c'est en montrant justement qu'elle peut résister aux assauts de Trump qu'elle peut marquer des points, notamment par rapport au Sud global.